Bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer la séquence 8 du cours de SI sur les transmetteurs. Donc avant de regarder cette vidéo, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à télécharger le poly de la séquence 8 qui est sur cahier de prépa. Donc dans cette première vidéo, on va principalement parler des adaptateurs et par la suite on parlera des réducteurs. Donc là dans le cadre de cette séquence, si on reprend nos chaînes d'énergie, chaînes d'information, on va s'intéresser à la fonction adapter ou transmettre. Et on va regarder différents mécanismes qui permettent d'adapter ou de transmettre l'énergie mécanique. Alors, d'un point de vue un petit peu vocabulaire et définition, on parlera donc plutôt d'adaptateur quand on va changer la nature du mouvement, typiquement quand on va passer d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation, ou quand on va passer aussi d'un mouvement de rotation continue à un mouvement de rotation alternatif ou un mouvement de rotation intermittent par exemple. Donc là on parlera plutôt d'adaptateur. Ça veut dire qu'on va vraiment changer la nature du mouvement en particulier. Après on parlera dans un deuxième temps d'une autre grande famille de transmetteurs au sens large, ce seront les réducteurs. Les réducteurs, ça nous permettra typiquement de transformer un mouvement de rotation uniforme en un autre mouvement de rotation uniforme, mais qui ne se fera pas à la même vitesse de rotation. Donc là, ce sera plutôt les réducteurs à ce niveau-là. On en parlera un petit peu après. Ok, donc c'est parti. On va commencer par les adaptateurs, avec deux grandes familles. Donc ceux qui nous permettent de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. En général, c'est plutôt de la rotation vers la translation, même si beaucoup de ces systèmes sont réversibles. Et dans un second temps, on verra donc les adaptateurs qui permettent de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de rotation, mais potentiellement alternatif ou discontinu, des choses comme ça. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, c'est beaucoup de révision. C'est plus un cours un peu vocabulaire pour récapituler pas mal de choses qu'on a vues soit en séquence 4, soit en séquence 6, ou en séquence 7, dans le cadre d'exercices. Donc là, ça va nous permettre de rebalayer un petit peu tout ça. C'est, on va dire, un cours plutôt de révision et de vocabulaire. Alors le premier système quasiment qu'on a vu qui nous permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, c'est le système qu'on appelle vis-écrou, qu'on modélise nous par une liaison hélicoïdale. Donc je vous rappelle ce qu'on avait défini. On avait défini déjà la notion de pas. Alors si on a un système avec un seul filet, je vais parler des autres configurations après, le pas c'est quoi ? C'est la distance qu'on a entre les deux crêtes, ou les deux creux, si vous voulez, voilà, de notre filet. Donc cette distance-là, c'est le pas. Et donc, quand on a un seul filet, à chaque fois que notre vis va faire un tour par rapport à notre écrou, notre vis va avancer d'un pas. Ok. Alors, à côté, vous avez un système à 4 filets. Donc, quelle est la différence ? La différence, c'est que si vous vous amusez à couper une vis en deux, ok ? Eh bien, si vous regardez une vis vue de haut, par exemple, si vous débouchez votre bouteille d'eau, et que vous regardez votre vis vue de haut, et que vous essayez de voir combien d'hélices intersectent avec votre plan. Donc là, vous voyez, là, j'ai une hélice, elle passe derrière, tac, elle revient ici. Mais au final, je n'ai qu'une seule hélice. Ça veut dire que si j'intersecte avec mon plan de coupe, je vais avoir un seul point, voilà, si je coupe ici. Quand j'ai 4 filets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mets un plan de coupe, en fait, je vais avoir 4 points. Par exemple, un là, un là et un derrière. On a en gros plusieurs hélices qui s'enroulent les unes autour des autres. Peut-être un modèle que vous connaissez, ça serait un filetage entre guillemets avec 2 filets. Ça serait ce qu'on appelle une double hélice, par exemple la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, on peut voir ça comme un filetage avec 2 filets. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien à la formule sur le lien entre l'angle de rotation et le déplacement. La différence, c'est que le pas, là, si on a 4 filets, il va falloir le mesurer, du coup, entre deux crêtes qui correspondent à la même hélice. Donc là, par exemple, 2 crêtes qui sont représentées en rouge. Donc si vous ne connaissez pas le nombre de filets, c'est pas forcément évident de déterminer comme ça le pas. Bon, puis par contre, si on vous donne le nombre de filets, il suffit juste de compter, voilà, donc là j'ai du rouge, puis 1, 2, 3, et là je reviens à nouveau sur du rouge, donc le pas, il faut que je le mesure entre mes 2 crêtes que j'ai représentées ici en rouge. Alors assez souvent, vous aurez des systèmes plutôt infilés,
Mais vous n'êtes pas à l'abri d'un petit exercice avec une vis avec 2 ou 4 filets par exemple. Alors après on a parlé aussi du sens de l'hélice. Alors je vais revenir avec une image après. Donc est-ce qu'on a un pas à gauche ou un pas à droite? On va en reparler tout de suite. Et la réversibilité. Alors la réversibilité on n'en a pas trop parlé parce qu'en séquence 4 et en séquence 6 on n'avait pas encore tous les éléments. Donc si vous avez déjà, je pense, une fois dans votre vie, vissé quelque chose. Bon, alors, ou plutôt si vous avez même joué avec une vis et un écrou. On va juste faire une petite expérience. On va imaginer, donc là, je vais vous représenter un écrou. Hop là, ceci est un écrou. Et là, je vous fais une vis. Ok. Donc ça, c'est une vis. Et après, à l'intérieur, j'ai un écrou. Enfin, pardon, j'ai un écrou en rouge. On va supposer, juste pour fixer les idées, que l'écrou, c'est le bâti. Première question. Si je fais tourner ma vis autour donc, de l'axe vertical, là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma vis va translater à l'intérieur de mon écrou. Pas de souci. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que je peux juste, par exemple, tirer sur ma vis et est-ce que ça va la faire tourner? Alors, si vous avez 3-4 vis et 2 écrous qui traînent à la maison, faites l'expérience. Vous pouvez aussi faire ça avec votre bouteille. Donc, on raisonne avec une bouteille, on va le faire dans l'autre sens. Donc, dans une bouteille, le filetage, le côté vis, il est sur la bouteille. Ok, donc là, j'ai mon filetage. Et autour, j'ai le bouchon de ma bouteille, qui est globalement mon écrou. Ok, vous voyez tous votre bouteille d'eau? Très bien. Alors, cette fois-ci, on va supposer que la bouteille, c'est le bâti, parce qu'en général, c'est plutôt le bouchon qu'on fait bouger. Donc, vous bloquez la bouteille avec votre main, et vous essayez de faire tourner autour de l'axe vertical votre bouchon. A priori, si vous faites tourner votre bouchon, ça va translater votre bouchon vers le haut et vous allez dévisser le bouchon de votre bouteille. Je vous laisse tester ça à la maison sur ce que vous voulez. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que je peux tirer le bouchon? Et en gros, si je tire le bouchon, est-ce qu'il se met à tourner? Et là, je vous laisse vous convaincre que non, ça marche pas du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 99% des exercices, on reparlera du pourcent qui reste un peu plus tard, dans 99% des exercices, on aura un système vis-écrou qui va être irréversible. Ça veut dire que le mouvement de rotation va pouvoir générer le mouvement de translation, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, je vous laisse essayer de réfléchir à pourquoi, d'après vous, c'est irréversible. Si vous voulez pas vous spoiler et réfléchir un petit peu, mettez sur pause ou passez les 30 prochaines secondes, peut-être un peu plus. Alors, en gros, c'est irréversible pourquoi? Simplement parce qu'on est en condition d'arc-boutement. Ce qui se passe, c'est qu'on a du frottement entre notre filetage et notre écrou, mais vu l'angle que fait l'hélice, nécessairement, on va être strictement à l'intérieur du cône de frottement. Donc si on tire, on est en situation en fait, d'arc-boutement. En 2 mots. Poser le calcul proprement avec tout le paramétrage qui va bien, etc., ça se fait, c'est un peu pénible, et c'est pas hyper intéressant, mais si vous cherchez dans des vieux bouquins de méca, ça doit être fait. Bon, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver une démo de tout ça. Mais retenez juste que globalement, un système vis-écrou est irréversible, c'est-à-dire qu'un mouvement de rotation entraîne un mouvement de translation, mais le mouvement de translation n'entraîne pas le mouvement de rotation. Le seul cas où ce sera réversible, c'est soit si vous avez du coup un angle d'hélice. Donc là, vous voyez, j'ai un angle d'hélice qui est relativement faible. Ce que j'appelle l'angle d'hélice, c'est si je prends, on va dire, un plan qui est perpendiculaire à mon axe. Voilà, donc là, c'est l'angle que va faire mon hélice. Cet angle-là, il est relativement faible. Si j'avais un angle très important, par exemple comme ceci, à ce moment-là, peut-être que mon mécanisme serait réversible. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est si on utilise ce qu'on appelle des vis à billes. Dans les différents sujets que je vous ai conseillé de regarder pour vous entraîner pendant les vacances, il y a celui sur la canne, je crois que c'est un CCP. Je crois que c'est le CCP de mes 3 sujets que je vous ai conseillés, où il y a une vis à billes, donc je vous laisserai y jeter un coup d'œil, on en reparlera à l'occasion. Ok, bon, donc sur le vis-écrou, c'est ce que je voulais vous raconter. Ah oui, dernier point, donc les relations que vous connaissez.
On peut relier le déplacement à l'angle avec le fameux P sur 2pi, où P c'est le pas, donc qui est en général en tours par distance, et souvent on le met en tours par millimètre. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que le pas, il est défini par tour. Donc si on veut raisonner avec des angles en radians, ce qui va être le cas en général, on va devoir donc diviser par 2pi. C'est important de ne pas l'oublier. Et après, pour la vitesse, il reste juste à dériver cette expression. Donc là, j'ai juste dérivé par rapport au temps. Alors là, par contre, j'ai mis du plus ou moins. Alors pourquoi j'ai mis du plus ou moins? Parce que ça dépend ce qu'on appelle x, ça dépend ce qu'on appelle θ. Est-ce que au final, je dis n'importe quoi, mais l'écrou, donc qui est représenté à ce niveau-là, est fixe? Est-ce que c'est la vis qui est fixe? Enfin, bon, donc ça peut dépendre un peu des configurations. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un pas à droite, plutôt, on va dire, un pas à droite, ce qui sera le cas de 99% des exercices, c'est la forme du torseur cinématique. Donc si j'appelle par exemple 1 la vis et 2 l'écrou, mais j'aurais pu faire l'inverse, j'ai donc, donc le vecteur taux de rotation, donc qui va être porté par l'axe de ma vis, là. Mon vecteur taux de rotation, s'il est positif, là j'ai défini avec un paramétrage positif, j'aurai un vecteur vitesse au point O, donc un point de l'axe, appartenant à ma pièce 2 par rapport à ma pièce 1, qui sera dans le même sens. Voilà. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut bien connaître ces torseurs cinématiques de liaison. Et après, en fonction du sujet, essayer de réfléchir. Au niveau du paramétrage, mon θ 2.1, là, est-ce que c'est du θ, est-ce que c'est du moins θ, ou que sais-je? Ça dépendra des sujets. Mais en tout cas, il faut bien connaître ces torseurs de liaison. Et retenir que tout ce que je vous dis, c'est pour un pas à droite. Si on a un pas à gauche, ce sera l'inverse. Alors, petit rappel d'ailleurs sur ces histoires de pas à gauche, pas à droite, on l'a déjà vu précédemment, mais pour rappel, si je prends une vis et que je la regarde de profil, si mon filetage monte de gauche vers la droite, là vous pouvez noter que si je trace un trait, je vais bien d'en bas à gauche vers en haut à droite, on parlera du coup de pas à droite. A l'inverse, si j'avais eu... est-ce que je peux faire un truc comme ça? On va tenter quelque chose. Non, raté, c'est pas ça que je voulais faire. Coller l'image, ok, très bien. Et si on fait... Je peux pas faire ainsi? Non, bon. Je voulais faire un miroir. Bon, imaginez l'image en miroir, c'est pas le cas. Ce sera un pas à gauche, c'est-à-dire si j'avais une vis qui était globalement plutôt comme ceci. Alors, petite remarque en passant, je profite d'avoir copié l'image. Vous pouvez noter que là j'ai un pas à droite, mais attention, si je retourne l'image, hop là, eh bien j'ai toujours un pas à droite. Encore une fois, quel que soit le sens dans lequel vous prenez votre vis, tant que vous la mettez verticale devant vous, si vous voyez le filetage qui va d'en bas à gauche vers en haut à droite, c'est un pas à droite. Ok, et donc là, on vient de voir tout ce qu'il faut connaître et retenir sur quasiment sur le système vis-écrou. La dernière chose que j'ai oublié d'écrire, si on s'intéresse maintenant au torseur d'action mécanique de 1 sur 2, en gardant mon paramétrage, je vous rappelle qu'on va avoir donc quelque chose de la forme x12, y12, z12, l12, m12, n12 au point O, et avec une relation entre z12 et n12, donc là toujours pour mon pas à droite, qui va être donc z12 p sur 2pi est égal à moins n12. Pourquoi il y a ce signe moins? Je vous renvoie à la vidéo de TD, du TD3 sur le mammographe de la séquence 7, où on avait justifié proprement ce signe moins à partir de votre cours de deuxième année. Bon. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les systèmes vis-écrou jusqu'à votre concours, sans me mouiller. Donc là, premier système qui permet de transformer des mouvements de translation en mouvements de rotation. Enfin plutôt, excusez-moi, des mouvements de rotation en mouvements de translation. Ok. Alors un deuxième système qu'on n'a pas étudié, je crois, en exercice, mais dont on a un petit peu parlé en TP, enfin en séquence 4, c'est le système, ce qu'on appelle les systèmes ACAM. Alors les systèmes ACAM, c'est des choses qu'on croise assez souvent, notamment dans les moteurs à combustion, moteurs diesel et moteurs essence.
On parle d'ailleurs d'arbre à cam, hein, là vous avez un magnifique arbre à cam représenté. Alors, quel est le comment marche un système à cam? L'idée est toute bête, c'est qu'on a une pièce qu'on va faire tourner, donc là en l'occurrence, alors je vais juste dégrossir un peu, là on va faire tourner notre pièce rouge hein, autour de son axe, et donc ça va entraîner cette pièce là qui est une forme un peu d'œuf, en rotation, donc qui va tourner hein, comme ceci. Et là vous voyez que, alors on se débrouille pour qu'il y ait un contact, hein, typiquement on va mettre un ressort pour, à ce niveau-là, comme ceci, pour appuyer donc la pièce bleue sur notre cam. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver au niveau de cette petite bosse, notre pièce jaune va avoir tendance à remonter. Alors, je vous ai préparé 2-3 vidéos pour que ça soit plus clair, de systèmes à cam qui sont un petit peu différents. Voilà, donc celui dont je viens de vous parler... attendez, je m'en pose. Tac, répéter. Ok. Donc celui dont je viens de vous parler, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on fait tourner l'arbre rouge, et on se débrouille pour qu'il y ait du contact entre notre cam, donc la cam c'est la pièce grise qui a une forme un peu d'œuf, et la pièce bleue. Et donc vous voyez qu'en fonction de la forme de la pièce grise, on va faire monter, descendre la pièce bleue. Alors des cams, on peut en faire d'un petit peu toutes les formes et avec plein de concepts différents. Là je vous en présente 2 autres. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme cam? Voilà, une un petit peu dans le même genre. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une cam excentrique, c'est-à-dire que la forme c'est un disque, c'est juste que l'axe du disque où il y a marqué 2,5, il est décentré par rapport à l'axe de ma pièce rouge. Bon, mais le principe est globalement le même. Et pour finir, encore une petite dernière, une cam un petit peu différente, un peu plus originale. Voilà. Donc on fait tourner la pièce rouge là qui a un axe vertical, et on a encore une fois une forme un peu bizarre. Et donc, en fonction de cette forme, ça va faire monter ou descendre notre pièce jaune. Donc l'intérêt, hein, on le voit particulièrement bien, je trouve, sur cet exemple, c'est que ça permet à partir d'un mouvement de rotation qui est uniforme, qui est un mouvement de rotation à vitesse constante, à vitesse angulaire constante, etc., de générer des mouvements de translation qui peuvent être relativement complexes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Il suffit juste de créer la cam que l'on désire avec la géométrie qui nous intéresse. Alors en pratique, comment est-ce qu'on gère, du coup, alors je vous ai mis d'autres exemples, hein, comment est-ce qu'on gère un système à cam? Alors, j'ai pas un petit... Non, j'aurais peut-être dû faire un truc plus gros. Alors, attendez, je vais prendre celui-là, copier, je vais me mettre ici, coller l'image. Ok. C'est juste pour pouvoir dessiner un petit peu dessus. Alors l'idée, c'est qu'il va falloir définir notre point de contact. Donc vous avez vu qu'à chaque instant, on a un point de contact. Ce point, je vais l'appeler I. Là, j'ai le point O qui va être, on va dire, le point sur l'axe qui est inclus dans le même plan. Hein. Globalement, on a un problème plan d'un point de vue cinématique, je vous laisse vous en convaincre. Et si j'appelle... Alors, si je prends un point qui est fixe, voilà, donc là, imaginez que c'est un point qui est fixe sur mon disque, là, je peux définir un angle θ. Donc cet angle θ, il va varier, parce que mon point fixe, il va bouger, et il va bouger sur mon point... Ce que j'appelle mon point fixe, excusez-moi, ça, c'est un point qui appartient vraiment à mon disque, ici. Donc ce point-là, il va se déplacer, et ce qui fait que mon angle θ, il va varier. Et donc le truc, c'est que si je connais l'expression de OI, du vecteur OI, mon vecteur OI, ça va être globalement une fonction de cet angle θ, porté par la verticale que je vais appeler Z. Ok, portée par Z. Donc, en d'autres termes, après, il ne me reste plus qu'à écrire une fermeture géométrique linéaire. La seule petite subtilité, c'est que cette fermeture géométrique linéaire, elle va passer par un point I qui va être toujours le point de contact entre ma cam et la pièce bleue, et que ce vecteur OI, je dois connaître son expression polaire. C'est une fonction de θ. Et donc, à partir de là, connaissant θ, je connais le vecteur OI. Donc, si on me donne f de θ, c'est gagné. Inversement, si on veut créer une cam plus ou moins compliquée, d'un point de vue, voilà, pourquoi est-ce que cette cam, elle ressemble à ça à ce niveau-là? C'est parce que, pour le besoin de notre mécanisme, je ne sais pas trop à quoi ça servait, on a eu besoin,
on a créé la fonction f de θ qui nous intéressait. Et à partir de cette fonction f de θ, on a créé la géométrie. Bon. Voilà en gros ce qu'il faut retenir sur les câbles. Déjà, il faut savoir ce que c'est. Ce que c'est et à quoi ça sert. Donc ça sert à convertir un mouvement de rotation constante, en continu, en mouvement de translation variable. Et savoir que pour pouvoir s'en sortir quand on a un système à cam, il faut connaître l'expression de la cam en fonction de θ. Et à partir de là, on écrit une fermeture géométrique qui passe par le point de contact. Et globalement, en général, il y a 2 lignes de calcul et c'est réglé. Ça se fait assez bien. Ça tombe pas très souvent, les problèmes. Enfin, c'est assez rare qu'on ait des calculs vraiment propres avec des cams. Si ça vous intéresse indirectement, il y a un sujet de colle en séquence 4, je crois, le sujet de colle numéro 4, qui s'appelle excentrique, qui est le sujet qu'on avait refait en partie en séquence 6 sur la fermeture cinématique, qui au final correspond à ce problème-là, quasiment. Bon, donc je vous laisse y jeter un coup d'œil, et on en reparlera à l'occasion. Il passait pas trop de temps sur les systèmes à cam, hein, c'est de l'application de cours assez classique. Ok, ensuite, bon, il y a le système Biel-Manivelle que vous commencez à bien connaître, qu'on a traité en séquence 4 pour faire la fermeture géométrique. En séquence 6, on a fait de la fermeture cinématique dessus, je crois, et en séquence 7, on a fait de la statique. À chaque fois avec l'exemple du micromoteur thermique. Juste quand même pour rappel, un système Biel-Manivelle, ça ressemble typiquement à ça. Voilà, donc on convertit un mouvement de rotation constant, enfin uniforme, en mouvement de translation alternatif. C'est un système qui est hyper utilisé. À quelque chose près, en modifiant 2 bricoles, on peut avoir plutôt un système de type machine à vapeur, alors que là c'est plutôt un système de type moteur. Je vous renvoie donc là au TD de mémoire, c'est 3 et 4 de la séquence 4 où on avait traité ces 2 exercices. Bon. Pas grand chose de plus à rajouter, mis à part que c'est un grand classique qui tombe quasiment 1 an sur 2 dans les différents concours. Hein. Donc il faut savoir faire les yeux fermés, les fermetures géométriques dessus. Trouver les relations cinématiques, c'est pas très compliqué. Souvent on dérive la fermeture géométrique linéaire. Et après savoir relier donc le couple au niveau de l'axe de rotation à l'effort au niveau du piston. C'est ce qu'on a fait dans le TD2, je crois, de la séquence 7. Encore une fois, si on l'a revu dans les 3 séries, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un grand classique. Bon. Pas grand chose de plus à vous raconter dessus. Voilà, donc le Biel-Manivelle qui est à gauche, c'est celui qu'on vient de voir en vidéo. Et celui qui est à droite, où en gros on a une pivot à ce niveau-là, mais on n'a plus de pivot entre le piston et la bielle, pardon. Ça, c'est plutôt une approche machine à vapeur, comme sur les vieux trains. Dans les 2 cas, il faut savoir faire les fermetures géométriques, etc. etc. Encore une fois, c'est que des exercices de révision. Alors, un nouveau système, puis le système pignon-crémaillère. Alors ce système, on en reparlera un petit peu aussi plutôt dans la partie réducteur, parce que ça rentre dans la grande famille des engrenages. On verra un peu plus tard ce qu'est un engrenage, hein, mais globalement, c'est quand il y a des roues dentées. Hein, donc vous voyez qu'ici, mon pignon, c'est une roue avec des petites dents. Donc ça rentrera dans la grande famille des trains d'engrenage, on va en reparler un peu après. Alors le système pignon-crémaillère, on l'a croisé un paquet de fois aussi, notamment dans votre premier DS, si je dis pas de bêtises, et dans les sujets de colle de la séquence 1. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on a un pignon qui va pouvoir donc rouler sur une crémaillère, et le fait qu'il y ait des dents, tout va se passer comme si notre pignon pouvait rouler sans glisser sur la crémaillère. Bon, là, qu'est-ce qu'on a du coup ? On a juste, dans l'idée, d'un point de vue cinématique, une roue qui roule sans glisser sur la crémaillère. Alors, j'anticipe une question que peut-être vous pourriez vous poser. C'est ok, on a une roue qui roule sans glisser sur la crémaillère. Très bien, mais quel est le rayon de cette roue ? Est-ce que ça correspond à ce que je fais en rouge ? Donc, on va dire au rayon qui passe au fond des dents. Est-ce que ça correspond à ce que je fais en violet, c'est-à-dire au rayon qui passe par le bout des dents ? Voilà, quel est le rayon de la roue ? Voilà. Est-ce que c'est plutôt la roue rouge ou plutôt la roue violette qui roule sans glisser ? Encore une fois, hein, c'est important parce que je vous rappelle qu'on a un lien de la forme, alors je mets des gros guillemets, hein, mais V égale R oméga.
Je mets des gros guillemets parce que c'est pas très propre en termes de notation ce que j'ai écrit, mais vous voyez l'idée. Donc ce qui est sûr, c'est que ce R est très important. Donc est-ce que c'est plutôt ce R là ou est-ce que c'est plutôt ce R là? Eh bien, teaser, hein, on verra ça dans la partie réducteur. Bon, et petit spoiler, ce sera entre les deux. Voilà, mais on va réfléchir à comment est-ce qu'on définit proprement tout ça. Bon, mais du coup, au final, on a simplement un système qui roule sans glisser. Alors là encore, hein, pour le plaisir, une petite vidéo. Hop, pignon crémaillère. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis une pivot entre le bâti et mon pignon, et une glissière entre ma crémaillère et le bâti. Voilà, et du coup, quand je fais tourner mon pignon, ça fait tourner ma crémaillère. Plutôt pour les PCSI, donc ceux qui sont tombés dans la série plutôt méca, sur le... Je cherche mes mots. Sur l'assistance électrique là, de voiture, on avait notamment toute la transmission du volant aux roues. Donc bah, là, on avait notamment exactement ce système-là, qui permettait, à partir de la rotation du volant, donc qui était relié à la pièce rouge, de translater là, tout le système de bielle et de biellette après, qui permet de faire pivoter les roues. Ok, donc ça c'était pour ce système de translation. Pignon crémaillère, donc il n'y a pas grand chose de plus à savoir, hein, c'est juste une relation de roulement sans glissement, au niveau du point de contact I à ce niveau-là. Ok. Alors la croix de Malte. La croix de Malte, c'est un autre exemple, alors bon, un peu plus rare celui-là, qu'on croise qu'on croise quand même de temps en temps, qui permet de convertir une entrée qui va être une rotation continue, donc au niveau de la pièce là, que j'ai représentée en rose. Donc cette pièce-là va tourner à vitesse constante, et ça va me générer un mouvement intermittent de la pièce verte. Donc là, en l'occurrence, j'ai une croix de Malte avec 4 fentes, hein, 1, 2, 3, 4. Au passage, vous pouvez noter que la pièce verte ressemble à la croix de Malte, de l'état de Malte, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une croix de Malte. Et du coup, à chaque fois qu'on va faire un tour avec la pièce violette, ça va me faire tourner d'un quart de tour la pièce verte. On peut faire des croix de Malte avec différents nombres de fentes. Donc d'ailleurs, je crois que celle que j'ai en vidéo, c'est un cas où il y a 5 fentes, par exemple. Voilà, très bien. Et voilà, donc là, vous voyez l'idée. Hein. À chaque fois que je fais tourner d'un tour ma pièce marron, ça fait tourner d'un cinquième de tour, ici, la pièce rouge. Alors juste un petit rappel en termes d'utilité, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, ce genre de mécanisme, dans des usines à la chaîne. Donc imaginez par exemple une usine d'embouteillage, hein, c'est-à-dire une usine, je crois que j'en ai déjà parlé, mais où il y a un poste où on va remplir la bouteille, le poste d'après on va visser le bouchon de la bouteille, le poste d'après on va coller l'étiquette, etc. Pour que ça se passe bien, il faut que chaque phase dure le même temps, ou en tout cas que notre système soit défini pour la phase la plus longue. Et donc, à chaque quart de tour, là, vous voyez que j'ai 5 positions possibles, et pour chacune de ces 5 positions de ma bouteille, je vais, donc on va dire par exemple, attendez, je vais faire un petit arrêt sur image, tac, ok. On va dire par exemple que à ce niveau-là, alors peut-être que bleu c'est pas malin. On va dire par exemple que à ce niveau-là, je remplis ma bouteille, puis vous avez vu mon mécanisme fait un cinquième de tour. À ce niveau-là, je vais mettre le bouchon de ma bouteille. Ça fait un cinquième de tour. À ce niveau-là, je viens coller l'étiquette de ma bouteille. Ça fait un cinquième de tour. Et à ce niveau-là, je vais évacuer ma bouteille pour les mettre dans des packs de 6. Voilà. Donc typiquement, ça permet de faire des usines qui vont fonctionner à la chaîne, avec donc différentes phases qui vont devoir chacune durer le même temps. Ok, donc bon, la croix de Malte, on l'a vu en séquence 4 Enfin, on l'a vu. Vous l'avez en séquence 4 dans les sujets de colle pour gérer la fermeture cinématique, réfléchir à la longueur des rainures, etc. etc. Vous pouvez le traiter en exercice pour vous entraîner. Si vous avez des questions dessus, on en rediscutera. Et de mémoire, on l'a traité en séquence 7 en exemple, et vous avez la vidéo. C'est le sujet de colle, je crois, numéro 3. Voilà, on pourrait aussi le faire en fermeture cinématique, on l'a pas fait, mais c'est pas très compliqué. Encore une fois, donc là c'est juste je vais quasiment vous dire des exemples d'exercices.
Le seul truc, c'est vous donner le vocabulaire. Si on vous parle de système ACAM, il faut que ça fasse tilt dans votre tête. Vous dites, ah ok, je vois en gros de quoi on parle. Mais après, l'exercice sera guidé. Il n'y a pas vraiment de cours à connaître par cœur là-dessus. Voilà, donc là, juste au passage, là vous avez une autre croix de Malte avec encore plus de fentes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, à chaque tour de ma pièce rouge, je vais faire tourner mon plateau jaune d'un 1/8 de tour. Au passage, il y a une croix de Malte dans l'encapsuleuse Ravou qu'on n'a pas utilisée en TP, mais si vous l'avez déjà repéré dans le labo. Bon. Ok, alors là on va rentrer dans une autre famille de mécanismes qui permettent aussi toujours de transformer des mouvements de rotation en autres mouvements de rotation. C'est ce qu'on appelle les joints au sens large. Alors, des joints, au sens transmission mécanique, bien sûr, il en existe des tonnes qui ont des objectifs différents. Alors, la fonction est globalement toujours la même. Le but du jeu, c'est d'avoir donc une pièce qui tourne en rotation d'un côté et une pièce qui tourne en rotation de l'autre. Et dans l'idéal, on aimerait bien au passage que nos deux pièces tournent à la même vitesse de rotation. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a plein de joints ? L'idée est la suivante. Là, imaginez que... Alors, j'ai mon bâti, on va essayer de faire un truc un petit peu propre. Donc ça, c'est mon bâti. Et j'ai deux pivots. Oh là là. Alors j'ai deux pivots, une ici et une là, avec le bâti, ok. Et j'ai deux arbres de rotation, un à ce niveau-là, ok, et un à ce niveau-là. Petite remarque, c'est bien des pivots, puisque j'ai le trait qui traverse et j'ai les deux arrêts axiaux. Ok. Et j'aimerais bien que l'arbre rouge, on va dire que c'est mon arbre moteur, entraîne en rotation l'arbre vert. Alors a priori, qu'est-ce qu'on est tenté de faire ? On est tenté de dire, pas de souci. Dans l'idée, je mets une liaison encastrement, donc ça veut dire que tout ça en fait c'est le même axe. Donc ma pièce verte, au passage, ça veut dire que j'aurais pu la faire en rouge. Donc dans l'idée, d'un point de vue un peu conceptuel, un encastrement ferait bien l'affaire. Ok, mais c'est quoi le souci ? Le souci c'est que là j'ai fait un dessin un petit peu à l'arrache, et si je vais un peu dans le détail, moi déjà un truc qui me saute aux yeux, c'est que mes deux axes, eh bien, ils sont pas coaxiaux. Vous pouvez noter que, alors que j'ai quand même essayé de faire mon dessin assez proprement, moi là ici je vois un angle. Donc ça veut dire que si je fais un encastrement entre la pièce rouge et la pièce verte, a priori, plus rien ne va pouvoir bouger. Donc les joints, ça va permettre de transmettre des mouvements de rotation quand on a des défauts géométriques. Donc là, typiquement, celui que je vous ai représenté ici, c'est un défaut de coaxialité. On n'a pas, alors de coaxialité au sens angulaire, on a deux axes qui sont concurrents, mais qui ne sont pas coïncidents. Donc c'est deux droites qui se coupent en un point, mes axes, mais qui ne sont pas parallèles. On aurait pu avoir une autre configuration, imaginez, où... Alors on va faire ça comme ça. On aurait pu avoir une autre configuration où on va supposer que là, mes axes sont bien parallèles, mais pas de bol, tiens, cette configuration-là, ils sont pas en face, ils sont juste parallèles. Ok, c'est un autre problème. Et on peut avoir une configuration extrême, où non seulement, donc imaginez qu'on soit pas dans le même plan, donc là c'est compliqué en 2D, mais non seulement ils sont pas parallèles, et en plus ils sont même pas coïncidents. Voilà, et là comment est-ce qu'on fait pour transmettre le mouvement de rotation entre la pièce rouge et la pièce verte ? Donc un joint, ça répond à ce besoin. Ça répond au besoin de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes qui sont pas forcément coaxiaux. Et il y a plein de façons de ne pas être coaxiaux. On peut être parallèle mais pas coïncident, on peut être coïncident en un point mais pas parallèle, ni l'un ni l'autre. Et donc en fonction du problème géométrique, on va rajouter un joint qui va être différent. Alors celui qu'on a vu ensemble, c'est le joint de cardan, enfin surtout vous tout seul en DM, c'est le joint de cardan qui permet, donc là ça saute aux yeux, de gérer la configuration où on a deux axes qui sont coïncidents, mais qui sont pas, donc en gros qui s'intersectent bien en un point, mais qui sont pas identiques, qui sont pas coaxiaux. En gros j'ai un angle à ce niveau-là. C'était le fameux angle alpha si vous reprenez votre DM. Donc ça c'est un premier type de joint.
Et après, il en existe une multitude. Le triple, le respa, le je sais plus quoi, enfin bon, il en existe des tonnes et des tonnes. Et une fois de temps en temps, il y a un exercice sur un joint. Donc déjà, première étape, c'est comprendre ce que c'est un joint et à quoi ça sert. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Et après, dans la plupart des exercices, on va surtout s'intéresser aux aspects cinématiques et se poser la question qu'on s'est posée la dernière fois, c'est est-ce que ce joint est homocinétique? Et donc, il y a des résultats à connaître par cœur, à savoir, un joint de cardan n'est pas homocinétique, vous l'avez démontré. Et par contre, si on met deux joints de cardan dans de bonnes configurations, c'est homocinétique, on va en reparler juste après. Petit rappel, hein, homocinétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, j'ai un oméga 1 de T, et qu'ici j'ai un oméga 2 de T, je suis homocinétique si oméga 2 de T, c'est égal à oméga 1 de T. Dans un joint, on vérifiera toujours la propriété que oméga 2, la moyenne de oméga 2 sur un cycle, sera égale à la moyenne de oméga 1 sur le cycle. A priori. Mais ça, c'est en moyenne. Mais comme vous l'avez vu hein, dans votre DM, on avait une vitesse de rotation en sortie du joint de cardan qui était oscillante, autour de la vitesse de rotation d'entrée. Donc on n'était pas homocinétique. Donc souvent, quand on va parler de joint, la question qu'on va se poser, c'est de trouver la relation entre la vitesse de rotation en entrée et la vitesse de rotation en sortie, et vérifier si c'est homocinétique ou pas. Et il faut savoir que le joint de cardan n'est pas homocinétique, mais par contre, si on met deux joints de cardan avec des angles alpha qui sont identiques, alors deux joints de cardan en série, hein. Donc là, hop, j'ai un joint de cardan, puis j'ai un deuxième joint de cardan. Si l'angle alpha 1 et l'angle alpha 2 sont au choix identiques ou symétriques, enfin ou opposés, alors entre le oméga qui est à ce niveau-là et le oméga qui est à ce niveau-là, j'ai bien une relation qui est homocinétique. Pourquoi? Je vous renvoie au corrigé du DM. Mais on va dire que maintenant, c'est du cours. Est-ce que j'ai une petite vidéo là-dessus? Oui, voilà. Bon, voilà. Donc là, j'ai un joint de cardan. Oups, pardon, j'ai oublié de le mettre en répétition. Voilà, donc là, j'ai un seul joint de cardan avec un angle alpha qui vaut à la louche 30 degrés. Alors, c'est lequel l'entrée, c'est lequel la sortie? Bon, là, ça saute pas aux yeux, l'angle est peut-être pas encore assez important. Mais alors, si on regardait bien dans le détail, quasiment image par image, on pourrait mettre en évidence que les vitesses de rotation... Ouais, c'est ça. Ok, donc la vitesse de rotation d'entrée, c'est la pièce jaune qui tourne à vitesse constante. Hein, je vous laisse vous en convaincre. Et si vous regardez la pièce rouge, je vous laisse vous convaincre, alors c'est assez léger, hein, qu'il y a une petite phase d'accélération, notamment dans la zone en bas à droite. Et après une petite phase qui est un peu plus ralentie dans la zone plutôt en bas à gauche. Bon, c'est léger, hein. Avec cet angle, j'aurais dû le représenter avec un angle plus important. Voilà, donc ça, c'est un joint de cardan simple. Et après, là, je vous présente un double joint de cardan dans une configuration avec des angles... Pardon. Dans une configuration avec des angles qui sont opposés. Donc là, a priori, hein, je vous laisse essayer de vous en convaincre, mais c'est difficile de regarder les deux endroits en même temps. Normalement, on a exactement la même vitesse de rotation en entrée et en sortie. Donc ça, c'est ce que vous avez normalement démontré en DM. Je vous ai dit, hein, là pour l'instant, ce cours, c'est beaucoup de récap et un petit peu de vocabulaire. Ok, voilà. Bon, et là on a fini sur les adaptateurs les plus connus, ceux à connaître. On fera... alors on va pas faire l'exercice sur le joint de cardan, juste si on reprend le poly. Alors, si on reprend le poly, dans les exercices que je vous donne, je sais plus où je les ai mis. Ok. Alors, les exercices sur les joints, je les ai mis plutôt à la fin, je crois. Ok. Voilà, donc bon, là on a une transmission de voiture. Donc le TD5, on étudie des joints. Donc le premier, c'est un joint de cardan. Vous pouvez essayer de le refaire, mais globalement, hein, c'est ce que vous avez fait en DM. C'est rigoureusement ce que vous avez fait en DM. Et après, il y a le joint de Oldham, qui est un joint rigolo, que vous pouvez essayer de traiter l'exercice. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse ensemble, hein, mais c'est un exercice de cinématique pas insurmontable. Et vous aurez le corrigé de toute façon. Et on pourra en reparler. Mais globalement, le but du jeu, c'est toujours pareil. C'est est-ce que ce joint un peu particulier
est un joint homocinétique ou pas. Voilà. Donc, si vous faites le TD5, là-dessus, vous êtes bien. C'est le seul TD que j'ai sur les joints. Et surtout la deuxième partie du TD5, on va dire. Donc, on va s'arrêter là pour la partie sur les adaptateurs et on va attaquer dans un deuxième temps les réducteurs. Je vous dis donc à plus tard.